Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, l'enseignement supérieur privé en mode diagnostic depuis ce matin. Les états généraux ont été ouverts ce jeudi. La quête de l'excellence constitue la toile de fond de ces assises rendues nécessaires par les exigences du marché de l'emploi. Les offres sont-elles en adéquation avec? Nous posons la question ce soir. La vie des femmes à Bougou dans le Tandouer. On s'y intéresse ce soir avec la plateforme multifonctionnelle. Elles s'expriment, ces femmes de groupement, nous les entendrons. Enfin, l'OTR et les prestations, le serment de ces agents, ils jurent de travailler avec probité et dans le respect de la loi. Nous serons au tribunal de première instance à Kara et à Takpamé pour l'audience solennelle. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Sachez tout d'abord que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé ce soir à Pia. Il a été accueilli à l'aéroport de Yamtougou par le président Faure Gnassingbé. Le chef de l'État malien est arrivé donc à Pia pour rendre hommage au président Eyadema, au feu président Eyadema disparu il y a de cela 11 ans. Nous reviendrons bien évidemment sur les images de cette arrivée. L'enseignement supérieur privé en quête de performance, nous l'annoncions en titre. L'état des lieux a commencé. Le secteur, on le sait, confronté à d'énormes difficultés, à des défis imposés aujourd'hui par le marché de l'emploi. Comment sortir donc la tête de l'eau? Eh bien, l'analyse a commencé, les diagnostics posés depuis ce matin. Donc, Antoinette Omaovovo. Ces états généraux des établissements privés d'enseignement supérieur du Togo illustrent bien la volonté et l'engagement des différents acteurs à faire de l'enseignement supérieur une source de progrès et de quête permanente de la modernité. S'il est admis que l'enseignement supérieur privé joue un rôle déterminant dans le système éducatif supérieur au Togo, force est de constater qu'il a été de tout temps sujet à des imperfections multiformes. Face donc à ces imperfections, le Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur, CEPES, tente ici de poser des diagnostics afin de trouver des solutions idoines pour insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur éducatif togolais. Il nous a paru impérieux de nous organiser en un conseil dans lequel seront débattus tous les problèmes liés à l'enseignement supérieur privé. Et c'est ainsi que nous avons décidé d'abord de faire des états généraux pour faire un état des lieux, faire une analyse critique et profonde de l'existant pour pouvoir dégager des résolutions, mettre en place de nouvelles stratégies afin de propulser l'enseignement supérieur privé dans la nouvelle dynamique de l'excellence que nous recherchons tous. La création du Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur au Togo vient répondre à des impératifs liés, selon le secrétaire général, entre autres, à l'effectif galopant des étudiants dans les universités publiques du Togo. Mais il importe également de fédérer les énergies afin de trouver des palliatifs aux problèmes qui minent ce secteur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, tout en relevant l'importance de ces états généraux, a appelé tous les acteurs à adopter une démarche exigeante de qualité pour donner à l'enseignement supérieur toute sa place dans le développement socio-économique du Togo. Si nous parlons de qualité de l'enseignement supérieur privé, c'est parce que, à la clé, il est souhaité que la formation aboutisse sur des diplômes authentifiés, qui soient des diplômes réels, reconnus par l'État au niveau national et international. Des diplômes qui permettent aux détenteurs de s'insérer harmonieusement dans le tissu social. Pas simplement avoir un diplôme pour avoir un diplôme, être à la hauteur de ce que dit le diplôme. Et c'est pour cela que l'exigence de qualité, que ce soit dans l'enseignement public ou privé, est de mise en tout temps. Donc n'est pas promoteur ou fondateur d'un établissement privé d'enseignement supérieur qui veut. Il faut en avoir les capacités, les moyens notamment de mettre en œuvre tout ce que cela exige. Pour relever les défis qui s'imposent, les établissements privés de l'enseignement supérieur du Togo, à l'issue des états généraux de l'enseignement supérieur privé, auront non seulement à prendre des résolutions allant dans le sens de l'efficacité de l'offre de formation, mais aussi élaborer un code de déontologie pouvant régir le secteur.
Et à la faveur de ces états généraux de l'enseignement supérieur privé, nous posons une question ce soir. L'offre des formations, on le sait, est abondante avec la kyrielle d'établissements de filières ici et là. Seulement sont-elles crédibles, efficaces pour que les étudiants, après leur diplôme, soient agressifs sur le marché de l'emploi? C'est la question du jour. Question-réponse, Ramdan Bassina. Les multiples défis de la société actuelle du savoir et le contexte socio-économique présent, réputé très évolutif, requièrent une quête permanente de l'excellence dans le système éducatif supérieur. Ce qui nécessite une implication plus étroite de l'État, de la communauté universitaire publique et privée, ainsi que de tous les différents acteurs de l'enseignement supérieur togolais. La priorité est de parvenir à rechercher la qualité et pouvoir relever les défis liés à l'adéquation emploi-formation. Le parfaire, c'est dans ce partenariat entre la Chambre de commerce, le patronat et nous. Il faut mettre en place des comités de travail entre le monde éducatif, les établissements d'enseignement supérieur, privés comme publics, avec les chefs d'entreprise, avec les organisations patronales, pour définir les besoins, pour anticiper les besoins de leur entreprise et définir des curricula qui vont permettre de sortir des produits qui correspondent à leurs besoins. Les établissements privés d'enseignement supérieur offrent une gamme variée de formations professionnelles. Ils sont une opportunité pour booster l'emploi, l'entrepreneuriat, la création de richesses. Et pour mieux répondre aux exigences du marché de l'emploi, il urge de renforcer les partenariats publics-privés pour un meilleur devenir des étudiants. Il y a beaucoup de filières à revoir parce que ça fait longtemps qu'on forme des cadres dans les mêmes filières. Actuellement, ces filières, on peut dire qu'elles sont saturées. Il faut maintenant revoir en fonction des besoins de l'emploi sur le terrain national, revoir les nouvelles filières qu'il faut mettre en place, notamment dans le domaine industriel. L'éducation, formation, emploi implique une diversification et une actualisation des disciplines. Et justement, ces états généraux vont baliser la voie à des réformes structurelles qui vont permettre au sous-secteur de l'enseignement privé supérieur de contribuer, entre autres, à un enseignement de qualité, à une synergie entre les établissements d'enseignement supérieur membres, d'encourager la culture de l'excellence, partant le développement de l'enseignement supérieur au Togo. Un véhicule tout-terrain, il va beaucoup compter pour la plateforme multifonctionnelle du ministère du Développement à la base. C'est l'accompagnement du PNUD à ce programme. Les clés ont été réceptionnées ce matin. Pierre Soussoukwa pour le reportage. Du matériel roulant réceptionné par le ministre du Développement à la base. Un don du programme des Nations Unies pour le développement pour soutenir le programme national de l'installation des plateformes multifonctionnelles. Valeur de l'engin, 13 millions de francs CFA. Nous sommes venus aujourd'hui apporter une contribution au travail qui est accompli par le programme national de plateformes multifonctionnelles. C'est un programme qui, à ses débuts, a été accompagné par le PNUD et qui bénéficie aujourd'hui d'ailleurs du concours d'autres partenaires, puisque l'expérience d'autres pays, comme l'expérience qui est en cours au Togo, montre que ce sont des équipements qui rendent énormément de services au niveau des communautés de base. Ce projet mis en œuvre par le gouvernement a déjà touché nombre de localités qui ne disposent pas encore de l'énergie électrique, ce qui a contribué à l'accroissement des revenus et à l'amélioration des services sociaux de base dans les milieux ruraux. Ce programme a démarré depuis un peu plus de 4 ans. Et nous avons réussi à ce jour à installer un peu moins de 200 plateformes multifonctionnelles dans les milieux très enclavés, des milieux où on n'a pas l'énergie, mais où on sent qu'il y a un potentiel énorme pour développer les communautés. Alors, ce que nous faisons avec les plateformes multifonctionnelles, c'est qu'à partir des diagnostics participatifs qui sont menés avec les communautés, nous essayons d'apporter l'énergie dans les milieux qui en ont besoin pour donc faciliter l'accès à l'énergie, mais aussi permettre aux femmes de développer des activités génératrices de revenus, de faire de la transformation et de créer des emplois. L'ambition est d'atteindre 1000 plateformes d'ici peu. Et les partenaires, à l'instar de la BOAD, le PNUD et bien d'autres, s'engagent à apporter leur soutien à la réalisation de ce programme. Un chemin encore long à parcourir et qui nécessite l'apport de tous.
Et direction maintenant Bogou, dans le Tandjouer, la vie des femmes là-bas avec la plateforme multifonctionnelle. Elles sont de groupements agricoles. Qu'est-ce qui a changé depuis dans leur vie avec l'installation de ces plateformes? Témoignage des reportages signés Aimé Abalo. En file indienne, elles vont moudre le grain sur le site de la plateforme multifonctionnelle de leur localité. La coopérative L'Antigle a littéralement changé la vie des femmes de Bougou dans la préfecture de Tandjouar. Fini les longues distances pour se rendre au moulin. Le groupement local offre son service à tous. Et les femmes qui le constituent sont fières de ce joyau que le gouvernement leur a installé à travers les actions du ministère du Développement à la base. Disons merci au gouvernement. Grâce à cette plateforme, nous arrivons à subvenir aux besoins de nos familles. Nous arrivons à soigner nos enfants quand ils sont malades. Les dividendes sont partagés de façon équitable et le surplus est épargné dans une institution de microfinance. Ce fonds sert à assurer la maintenance de la plateforme et à souscrire à des microcrédits. Ces femmes de Bougou ambitionnent d'acheter prochainement un tricycle qui servira de moyen de transport à tout le village. Et les ressources générées ne feront qu'accroître leur pouvoir économique. Au-delà des retombées économiques, l'électricité produite par la plateforme permet également d'éclairer tout le village la nuit. Et on vient de le voir, l'électricité joue un rôle important dans le fonctionnement de ces plateformes. L'électricité, justement, parlons-en. L'éclairage public, précisément, comment gérer le secteur au mieux? Il y a des tests réglementaires revisités à Kara pour le compte du Septentrion. Les précisions de Nestor Mouzou et notre bureau à Kara. Des redevances sont perçues chaque mois sur chaque facture d'électricité au Togo. Les clients de moyenne tension paient 2 francs CFA sur 1 kWh depuis 2010. À partir de 2011, les clients de basse tension ont commencé à leur tour par céder 1 franc sur chaque kWh consommé. Ces redevances rassemblées sont divisées en 3 parties. Une partie est destinée à payer les éclairages publics, une autre sert à la maintenance de ces éclairages. La dernière partie est réservée à l'extension des réseaux de ces éclairages publics. Malheureusement, bien que la RSE, autorité de réglementation du secteur de l'électricité, et le comité de gestion des redevances pour l'éclairage public soient mis en place, les activités de paiement des éclairages publics, de maintenance, de construction et d'extension du réseau électrique sont menées en absence de toute réglementation, précisant clairement les droits et obligations des différentes parties prenantes dans la gestion. Cette carence est source de difficultés pour ces parties prenantes que sont les collectivités locales, la CET, le ministère en charge de l'énergie et la RSE. La RSE qui s'est lancée dans un processus pour pallier ce manquement. Une mission d'assistance a été sélectionnée. Elle propose des normes qui font l'objet de cette audience publique, regroupant les parties prenantes de la gestion des redevances de l'éclairage public relevant des régions Savane, Kara et Centrale. Cette séance que nous avons entamée est la dernière étape de la série que nous avons faite depuis la semaine passée. L'objectif est de présenter le projet de document qui est élaboré aux responsables des collectivités locales, notamment les préfets, les présidents des délégations spéciales, les secrétaires généraux, en vue de recueillir leurs observations sur le document. Donc, une fois cette série finie, nous allons intégrer les observations pertinentes qui ont été faites au cours des 3 séances que nous avons eues. Et après l'intégration, nous aurons un projet de document qui sera soumis au gouvernement, notamment au ministre des Mines et de l'Énergie. Donc, une fois que le ministre de l'Énergie accepte le document, un arrêté sera pris par lui pour mettre en vigueur ce document. Le règlement fixe donc les compétences de chaque acteur pour plus d'efficacité. Il permettra aussi au Togo d'être en harmonie avec les dispositions communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO pour faciliter le financement dans le domaine de l'éclairage public. L'actualité, c'est aussi ces audiences solennelles à Atakpamé et à Kara. Ici, comme là, des agents de l'OTR, vous allez les entendre, jurent devant le tribunal de première instance de leur ville de bien travailler, surtout dans le respect de la loi. Prudence Insou, Nestor Mouzou.
Je le jure. Au nombre de 45, 16 agents de la division régionale de Kara de l'Office togolais des recettes ont juré et promis de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de servir avec intégrité et impartialité, d'éviter tout comportement susceptible de compromettre les deniers, de respecter sans défaillance le secret professionnel et tout devoir que leur imposent les lois et règlements. La prestation de serment est un acte grave. L'OTR applique cet exercice à ses agents pour se conformer aux dispositions prises pour assainir la gestion des finances publiques. Ces agents sont tenus de prêter serment avant d'entrer en fonction conformément à nos textes, notamment le code de conduite et de procédure que nous avons et les statuts qui demandent à ce que ces agents, au niveau de l'OTR, avant d'entrer en fonction, qu'ils puissent prêter serment et détenir ainsi ce que nous appelons leur commission d'emploi. Et ces documents peuvent être exigés par les opérateurs économiques lorsqu'ils doivent être soumis à des contrôles. Donc c'est en phase avec la réforme OTR. Faire prêter serment est une exhortation à une prise de conscience. Avant de renvoyer ces agents de l'OTR à l'exercice de leurs fonctions, le président du tribunal leur a tracé la voie à suivre. Dès que vous serez au poste, les gens passeront faire des amitiés avec vous. Mais cela n'empêche pas que vous puissiez leur rappeler que dans les règlements et les lois de l'État, même en tant qu'amis, ils devaient d'abord faire ce que la loi dit et après votre amitié pour continuer. Outre les sanctions disciplinaires auxquelles les indélicats s'exposent, ils peuvent être poursuivis devant la juridiction pénale. Les sanctions des crimes de détournement et de corruption sont prévues par le nouveau code pénal. Concernant le détournement, à titre d'exemple, lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est supérieur à 500 000 francs CFA et inférieur à 10 millions, la peine est la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et une amende de 5 millions à 10 millions. Quant à la corruption, tout agent qui se sera rendu coupable de cette infraction s'expose à une peine de 5 à 10 ans de prison et une amende égale au quintuple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées sans que les dites amendes puissent être inférieures à 2 millions de francs CFA. A signaler également dans l'actualité cette rencontre de restitution en rapport avec les centres d'écoute, une rencontre dans le social. Les précisions avec Koumou Boyante dans ce sujet, assure. 6 ans après l'adoption et l'application du cadre légal togolais relatif à la protection de l'enfant, nombre de centres d'accueil et d'hébergement des enfants vulnérables sont encore loin d'atteindre le niveau de conformité requis dans l'organisation, le fonctionnement et les conditions de prise en charge des enfants vulnérables. C'est le résultat d'une étude réalisée par le cabinet Eneis Conseil. De cette étude, il ressort que sur les 142 centres d'accueil au Togo, seule une vingtaine respectent les normes. Normes et standards, c'est un texte qui est très complet, qui parle de beaucoup d'aspects, les conditions d'accueil du jeune, les aspects éducatifs, l'encadrement, mais également les conditions matérielles. Donc les infrastructures, les lits, les conditions d'hygiène, etc., etc. Donc c'est extrêmement exigeant comme texte. Et dans le cadre de cette étude, on a rencontré les différents centres pour savoir s'ils respectaient ces normes et ces standards. Et ce qu'on a présenté aussi dans le rapport, c'était de voir que les résultats étaient très différenciés selon les centres, qu'il y avait des centres qui les respectaient et d'autres qui avaient beaucoup plus de difficultés. C'est donc une démarche du ministère de l'Action sociale avec l'appui des partenaires au développement, en l'occurrence l'UNICEF. Une démarche qui s'inscrit dans une dynamique, celle de faire de ces enfants vulnérables des êtres épanouis. Maintenant, tous ensemble, nous devons nous mettre vraiment à l'action pour que des actions concrètes soient prises, soit pour renforcer la capacité des centres, soit pour diffuser, faire un suivi et un contrôle plus actif. Et nous pensons que vraiment les résultats reflètent la réalité du terrain. Plus de 6 000 enfants vulnérables, dont 56% de filles, sont admis dans les centres d'accueil au Togo. La session de ce jour va donc permettre de rechercher des stratégies pour une meilleure prise en charge des enfants vulnérables dans les centres d'accueil.
envie d'apprendre l'anglais ou d'améliorer votre prestation dans cette langue, eh bien, English Access Programme vous propose des cours. Le programme est lancé à Sokolé. La marque Bojona pour des précisions. Ces élèves, 45 au total, ont été recrutés pour English Access Programme, un programme financé par les États-Unis pour apprendre aux élèves à maîtriser la langue anglaise. Le programme a été officiellement lancé à Sokodé par l'ambassadeur des États-Unis à l'Institut technique commercial Assomption. L'objectif du programme Access, c'est de soutenir les élèves brillants, mais issus de classes défavorisées, dans leurs études en leur offrant des cours d'anglais gratuitement. Et l'objectif est de les préparer à des opportunités d'études dans des universités américaines, de pays anglophones. Parce que nous savons que l'anglais aujourd'hui, c'est une langue mondiale, commerciale, qui ouvre beaucoup de portes. Je suis arrivé au pays il y a quelques semaines et je suis très content d'être ici à Sokodé pour lancer le programme d'accès à l'anglais English Access. C'est un programme qui existe déjà à Lomé, à Palemi, et ça, c'est la première fois qu'on vient ici pour lancer le programme ici à Sokodé. Et on a 45 élèves qui participent dans le programme. Et en fait, c'est un programme mondial qui est très grand, il y a plus de 100 000 participants dans ce programme dans 80 pays du monde. La formation qui sera assurée par 3 professeurs d'anglais durera 2 ans et sera faite en 360 heures de cours. La cérémonie de lancement de ce programme a été sanctionnée par la remise des quitus d'admission aux étudiants retenus. Il est 20h, un peu plus de 22 minutes. Le temps du sport, le temps du cher Claude Ama qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Claude. Bonsoir mon cher Gerson. On va parler sport avec vous, avec la deuxième journée du tournoi Feu et Yadema qui se poursuit dans la Ligue de football Lomé Golf. L'IRFC de Toko a été tenu en échec par Project Dagoué, un but partout hier au stade d'Agonivé. Des précisions avec Modeste Kouma. Pour ce match de la deuxième journée de la poule A du tournoi Feu Général et Yadema entre Project Anvers et Lyon FC, en gris sur ces images, tout s'est joué en première période. Lyon FC surprend son adversaire à la 7e minute. Le goal relâche le ballon et Kodjo Gonçalves à l'affût ouvre la marque. Lyon FC tombe dans la facilité après ce but matinal et le réveil de Project lui a été fatal. Agbadi Maotodi lobe le goal à la 25e minute. Un but partout et c'est le score à la pause. À la reprise, les tentatives de part et d'autre n'ont rien donné malgré les remplacements effectués. Et le score est de 1-1 au coup de sifflet final. Un bon résultat, oui, d'autant plus que nous jouons contre la tête de série de notre poule. Le Lyon de Toko n'est pas une équipe à présenter. Tout le monde connaît la valeur de cette équipe. Donc il fallait quand même le faire. Donc vraiment félicitations. C'est un match. Le match c'est la fin. On a fait 0-0. On attend la dernière journée pour jouer, pour voir si on peut se qualifier. Mais nous on sait qu'on sera qualifié. Canis a atomisé Holidays 3 buts à 1. Lyon FC projette son co-leader du groupe avec 4 points chacun, suivi de Canis 3 points et Holidays ferme la marche avec 0 points. Et on va aller maintenant